Salon Caviar, saison 2, épisode 3. Bonsoir à tous, on est évidemment très heureux de vous retrouver. Je vois qu'il y a déjà des gens sur le chat. Merci à vous d'être nombreux comme chaque semaine avec nous. On est évidemment très contents de vous retrouver pour une émission dont le sommaire est très large. Vraiment, on a beaucoup de choses à évoquer avec vous ce soir. Dans quelques minutes, on recevra Simon Latournerie. Il travaille pour l'association Colosse au pied d'argile qui sensibilise aux violences sexuelles dans le football. On reviendra avec lui évidemment sur les affaires qui entachent en ce moment la Fédération française de football. En deuxième partie, on change totalement de sujet, on sera avec Bertrand Perrier qui analysera avec nous la communication des footballeurs. Pourquoi nos footballeurs sont des adeptes de la langue de bois? Mbappé est-il un bon communicant? Voilà un petit peu les thèmes qu'on va évoquer avec lui. Il y aura aussi nos rubriques habituelles, la revue de presse et contre-champ avec Swan et Midi évidemment, le quiz de fin d'émission, le retour de la grande tradition. On a l'ARMG qui nous salue ainsi qu'Elio Bono que j'embrasse comme à son habitude. C'est un petit peu mon gimmick de début d'émission. Merci à tous d'être là sur le chat évidemment, c'est aussi votre émission, donc n'hésitez pas à partager déjà le lien évidemment sur vos réseaux sociaux, mais aussi à discuter tout simplement avec nous. On sera ravis de prendre vos arguments. Vous le voyez autour de moi dans ce magnifique plan large préparé par Clément Duranton. Un très beau casting ce soir avec une première apparition cette saison pour Maëlys Lavorel. Bonsoir Maëlys. Bonsoir Corentin, bonsoir tout le monde. Première apparition également pour Swan Dufour. Bonsoir Swan. Bonsoir Corentin, bonsoir tout le monde. Je suis enfin, pas très original, comme Vas-y, on n'a pas encore besoin d'une vraie originalité. On a un habitué des lieux revenu ici parce qu'évidemment il y a le quiz de fin d'émission, donc là il pouvait évidemment pas la manquer, lui qui reste sur je ne sais combien de succès consécutifs. Média arabe. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Corentin. Le sais-tu, il y a des débats avant, tu es aussi libre d'y participer. Évidemment, le quiz n'est pas le seul, évidemment, le seul moment de. Je suis venu que pour le quiz. De l'émission. C'est dommage parce qu'il y a des débats très intéressants, des discussions très intéressantes, des super invités avant. C'est ce qu'on m'a dit. Et tu remarqueras que cette fois, je me suis mis de ton côté. C'est vrai. Oui, et c'est vrai, à des fins totalement stratégiques. Mais complètement stratégiques. Dans le but du quiz. Et si vous n'êtes pas d'accord en discussion, ça vous donnera l'occasion d'être proches et d'en discuter ensemble. On sort d'un week-end foot, c'est le retour du football de club. Et un petit coup de cœur cette semaine. On a pas mal parlé de Lorient en avant émission. On a Théodore Azouz, notre rédacteur en chef, qui est un grand fan de toute la famille Lebris. Et il a bien raison, mais un coup de cœur de votre côté, les chroniqueurs. Mehdi, Swan? Pour ce week-end? Pour ce week-end, oui. Clairement, la branlée que City a mis à United, et un match incroyable d'Haaland. Je pense que c'était inévitable ça ce week-end. Mehdi? On peut parler Formule 1 ou non? On peut parler Formule 1. Non, pour être plus sérieux, oui, la démonstration de force de Manchester City. Vous êtes très foot anglais, il n'y a pas beaucoup de francophiles. Mehdi, je sais pas si tu veux t'as parlé de Lorient. On a eu un triplé de Wissam Ben Yedder quand même. J'ai prêché pour ma paroisse, triplé de Wissam Ben Yedder, 2-0. C'est pas en France. C'est pas en France. C'est vrai que dans le fond, c'est pas en France, mais c'est une équipe phare du championnat français qui revient à toute berzingue. C'est vrai. C'est la classique ça à chaque fois. Vers les hauteurs du classement. Ah oui, on commence pas trop fort. Mené par l'excellent. Et après on finit pas trop mal, ouais. Dans 10 mois, on loupera la qualification Ligue des Champions. Et on se fera sortir en barrage et ça recommencera. Mais en plus, Lorient est tellement bien avancé. Alors Elio nous dit qu'il y avait un beau Lecce Cremonese, fidèle à lui-même. Elio, il y a un très beau Inter AS Roma avec l'Inter qui il y a eu pas mal de matchs, il y a eu un coulé. Il y a eu un 5-3 du côté de la Real Sociedad. Il y a eu quelques beaux matchs, beaucoup de buts ce week-end, même en Ligue 1. C'était un fantastique week-end de football, mais vous savez, nous on parle de tout sauf quasiment de matchs à Salon Caviar. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite, c'est l'actu. Maëlys, tu as sélectionné tes 3 actualités de la semaine, on le rappelle, c'est toujours en toute subjectivité. Et on commence avec le bien culturel le plus vendu en France, c'est une info importante quand même, FIFA 23, avec une nouveauté, une révolution, les clubs féminins, les premiers clubs féminins, dont la D1 Arkema, la D1 française. Oui, c'est ça, c'est clairement l'info qui m'a le plus marqué cette semaine. Alors, petite révolution parce que les équipes féminines étaient déjà présentes dans FIFA depuis 2016. C'est la date où 12 sélections avaient été intégrées au jeu, dont l'équipe de France. Mais là, c'est l'arrivée de championnats féminins et donc de clubs féminins. Et ça change vraiment quelque chose parce que tu peux c'est ton jeu au quotidien, tu peux prendre ton club. Faire une carrière, exactement, faire une carrière, suivre ta saison, choisir de faire ça avec un club féminin. Je trouve que c'est super important pour la représentation, c'est une question dont on parle beaucoup pour le football féminin, des personnes comme moi, des jeunes filles, des femmes qui vont pouvoir prendre leur manette, allumer leur jeu et choisir de jouer avec des clubs féminins, des joueuses qui leur ressemblent et leur faire leur carrière. Je dis ça, moi je suis pas une très très grande joueuse de FIFA moi-même, malgré toutes les tentatives de mon frère que je salue qui a essayé de m'y mettre. Mais c'est
typiquement quelque chose qui pourrait me faire acheter le jeu et jouer au jeu maintenant, de jouer avec l'Olympique Lyonnais, les filles ou les filles du PSG. Et ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que EA a vraiment choisi de mettre les mêmes moyens pour les joueuses que pour les joueurs en termes de modélisation pour faire les joueuses dans le jeu. On a l'exemple de l'effectif de Bordeaux, oui, tout à fait, que Clément va nous trouver, je pense, qui a documenté la manière dont ça a été fait pour modéliser les joueuses, et les joueuses elles-mêmes en parlent. C'est qu'il y a énormément de joueuses qui sont modélisées finalement dans le jeu, et même c'est intéressant parce que si on voit là, on voit un petit aperçu de la modélisation des joueuses, qu'il y a énormément de joueuses modélisées. Il y a aussi un impact symbolique très fort, je me tourne vers vous notamment, Swan Emily, c'est la joueuse de Chelsea, Sam Kerr, qui est présente sur la jaquette aux côtés de KMP. Ça fait beaucoup de symboles forts de FIFA pour le foot féminin. Elle l'a très bien dit Maëlys, en fait c'est une question de représentation. C'était important que, même s'il y avait déjà les équipes nationales, là c'était important de... Et d'ailleurs, j'ai été assez étonné qu'il n'y ait pas la MLS féminine. Il y a l'Espagne aussi, où il y a des grosses locomotives quand même, en championnat espagnol. Moi, dans ce que j'avais vu, ils avaient été annoncés. Ils avaient annoncé 5 championnats, dans les faits, il n'y en a que 2 pour l'instant. Mais peut-être qu'ils arriveront plus tard. Peut-être que ça sera par DLC. Ça va sans doute se faire au fur et à mesure. Une autre actu, Maëlys, de cette semaine, le match des députés contre d'anciennes gloires du foot. Il y a beaucoup d'images qui ont tourné, on y reviendra, mais c'est une tradition depuis 2014 en fait, ce match des députés. Mais là, c'était la première fois depuis le Covid donc que les députés de l'Assemblée jouaient au foot. Oui, c'est ça, c'était la rentrée de l'équipe de France parlementaire, l'équipe de France de l'Assemblée nationale, qui est, il faut quand même le noter, j'ai appris ça m'a fait rire, que c'est une sélection officielle homologuée par la FFF. À l'époque où elle a été homologuée, c'était la 17e sélection de l'équipe de France gérée par la FFF. Et donc oui, ils ont fait leur rentrée, c'était mercredi soir dans un stade au pied de la Tour Eiffel. Et c'est un match qui a fait parler de lui avant même qu'il commence, parce que avec les dernières élections et la recomposition du paysage politique, pour l'une des premières fois, il y avait des députés du Rassemblement national qui pouvaient être éligibles pour jouer dans cette équipe-là. Et ça a amené du coup un boycott de la part des élus socialistes, insoumis et écologistes qui ont décidé de ne pas prendre part au match, de ne pas faire partie de l'équipe. Donc voilà, ça a beaucoup fait parler avant même que ça commence. Et quand ça a commencé aussi ensuite avec une action... Ça a fait parler sur le terrain. Mythique. Je sais pas si c'est mythique, mais... Je pense que ça deviendra mythique. Sur le plan sportif, l'équipe des députés s'est inclinée 9-2, donc lourde défaite, et ça a été marqué par la blessure du député RN Julien Audoul. Qui était filmé notamment, je crois que c'est par les caméras de quotidien. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il ça a fait un petit buzz derrière. Une grande carrière qui va s'arrêter sitôt, c'est terrible. Le dégagement était relativement... je sais pas si c'est un dégagement ou une transversale, mais était quand même relativement mal assuré, et forcément... Donc rupture du tendon rotulien, et qui est une blessure qui arrive même au plus grand, puisque le grand Ronaldo brésilien, on a souffert pendant sa carrière. Ce qui est fantastique, c'est quand même je crois que c'est Julien Audoul lui-même qui a mis cette justification sur Twitter. Ça arrive au plus grand, donc ça peut m'arriver à moi, mais si on est très sérieux aussi, ça montre la passion de certains politiques qui est sincère pour le foot. Mehdi. C'était plus sur la blessure de Julien Audoul. Moi, franchement, j'étais très marqué de l'anecdote. Non, j'étais pas au courant que la sélection des députés était homologuée par la FFF. Et oui, ça montre... Alors, je suis pas sûre qu'eux-mêmes soient au courant, parce que j'ai cherché sur le site de la FFF une liste. Non, pas si je pense qu'ils sont au courant, mais j'ai cherché une liste des sélections nationales homologuées par la FFF et j'ai rien trouvé sur leur site, c'était un peu un enfer. Mais normalement, c'est homologué. Non, en revanche, pas mal d'hommes politiques n'ont jamais caché leur amour du foot. Ça fait quelques années déjà qu'on les voit jouer. Je crois qu'il y en a qui se sont rabibochés aussi qui se sont mis en lien avec le Variété Club de France, si je me trompe pas. C'est souvent en lien. On a vu aussi la sortie de j'ai oublié son nom, du député LFI il y a quelques années. Oui, avec un maillot de foot dans l'Assemblée. Julien Div nous disait dans une interview il y a assez longtemps qu'il était comme dans la vie comme sur le terrain, c'est-à-dire relativement gérable. Apparemment, les politiques sont souvent dans la vie comme ils sont sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a des gens plutôt à droite qui sont plutôt sérieux, qui tiennent bien leur poste et qui par contre sont un peu rigides, et on a des gens à gauche qui sont plutôt désorganisés, mais parfois de vrais artistes. Il faut préciser que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'était un match but caritatif, ça a permis de récolter 35 000 euros pour une association qui aide les victimes de cyberharcèlement. Et c'est finalement le plus important. Maëlys, la dernière actu, la sortie
du mag que vous avez juste face à vous du magazine Caviar, notamment consacré à l'écologie. Et on a une petite actu, un beau compte son camp, Foot et écologie, pour terminer. Un très beau compte son camp qui a été porté à mon attention par notre collègue Gabriel, que je salue également. C'est les Bad Sports Green and Sports Wash Awards, c'est des récompenses ironiques sur des tentatives de récupération un peu écologique de certaines actions. Et donc ils ont récompensé le club de Manchester City qui, ça part d'une très bonne intention, a voulu inciter ses supporters, les spectateurs du stade à faire attention, à faire des petits gestes pour la planète et notamment à recycler les bouteilles dans l'enceinte du stade. Et donc pour inciter à ça, ils se sont dit on va mettre en place un petit système de récompense. Donc ramenez vos bouteilles, recyclez vos bouteilles et on va vous... Ça commençait bien. Ça commençait très bien, on va vous donner des c'était petites une bonne choses. intention. Exactement. La suite va vous Donc surprendre. voilà, qu'est-ce que tu peux donner dans ces cas-là? Une petite réduction à la buvette, une petite pinte gratuite pour retourner en tribune? Et pas du tout, ils ont décidé de donner des bons de réduction pour voyager sur la compagnie aérienne Etihad qui est partenaire du club. Donc voilà, ça partait très bien et ça a fini très bien. C'est quand même symptomatique d'une forme de... Ils comprennent pas quoi. Des déconnexions. Ouais, des déconnexions complètes quoi. C'est hallucinant. Et le trajet en avion en ce moment, c'est une petite marotte. Hein, c'est entre le Qatar. Bon. En tout cas, un beau CSC pour terminer. On a peut-être eu des plus beaux ce week-end, j'en ai pas le souvenir, mais celui-là au moins le mérite de nous faire sourire, au moins, à défaut du reste. Tristement. On passe tout de suite au dossier. Et on accueille avec nous Simon Latournerie, bonsoir. Bonsoir à tous. Vous avez la petite tasse pour vous désaltérer si on vous met dans les meilleures conditions. C'est de la vodka pour avec le caviar, c'est ça? C'est vraiment 100% de l'eau, c'est assuré. C'est vraiment pas de caviar ici non plus. Pas de caviar malgré toutes nos belles promesses finalement de notre nom. Malheureusement, il y en a pas sur la table, mais au moins à défaut vous avez de l'eau pour vous désaltérer. Simon, vous êtes directeur adjoint donc de l'asso Colosse au pied d'argile. Si on résume pour ceux qui connaissent pas l'esprit général de l'association, c'est accompagner les victimes de harcèlement, aussi de bizutage et de violences sexuelles, donc dans le milieu sportif, c'est ça? C'est ça. L'objet de l'asso, c'est protéger les victimes. Donc c'est notamment lutter contre les violences sexuelles, le harcèlement et le bizutage en milieu sportif, mais aussi en milieu culturel, de la jeunesse, de l'éducation, bref, partout où il y a des enfants. Donc on s'adresse à la fois sur des actions de prévention aux enfants, aux adultes, à leurs parents, aux éducateurs, aux dirigeants du monde sportif. Et aussi, bien évidemment, on accompagne les victimes. Ça veut dire que sur le plan psychologique, sur le plan juridique, gratuitement, Colosse au pied d'argile accompagne les victimes et les victimes collatérales, les familles, les dirigeants de ce club qui est frappé par quelqu'un qui a commis des actes, par exemple dans la structure. Et on accompagne tout ce petit monde pour à la fois mener des actions si elles le souhaitent sur un volet juridique, mais en tout cas pour se retaper, pour se protéger, pour savoir comment réagir en fait. Alors évidemment en ce moment l'actualité est malheureusement chargée dans le domaine du foot. On précise évidemment qu'on va se baser sur une enquête journalistique du magazine SoFoot notamment, avec aussi le média indépendant Josimar incarné par Romain Molina, donc qui font tous ces journaux d'état de SMS à caractère sexuel de la part de Noël Le Graët à l'encontre de certains salariés de la Fédération Française de Football, mais aussi de violences sexuelles et de viols d'éducateurs employés par la Fédération Française de Football et maintenus en poste malgré les témoignages. Donc voilà un petit peu pour l'état de la situation. Est-ce que ces révélations, elles vous ont étonné, Simon? Est-ce que même vous aviez connaissance déjà, vous, de certains éléments du dossier au sein de la Fédération Française de Football? Alors, Colosse au pied d'argile travaille depuis 10 ans dans le champ sportif avec plusieurs partenaires, notamment des fédérations, une 50aine de fédérations, mais pas celles de football. Et donc on travaille aussi à différents échelons, c'est-à-dire au niveau des ligues, au niveau des districts, au niveau des clubs, au niveau de la fondation, de la 3F par contre, Fondation Football, et donc on intervient dans les clubs pro un peu partout. Donc on a des échos, on a des choses qui sont remontées, on accompagne et on est partie civile sur une affaire qui concerne un manager de joueurs, un célèbre joueur français qui a joué et qui s'est formé dans le Pays Basque espagnol. Voilà, donc l'affaire Olatz, vous avez peut-être entendu, Eric Olatz, évidemment. Donc voilà, donc nous on accompagne des victimes d'Eric Olatz. Donc le monde du football, finalement, il est comme les autres. Comme les autres champs du sport, comme les autres fédérations, comme les autres sports, il n'est pas épargné par ce phénomène qui est un phénomène sociétal. Donc nous on n'est pas surpris, on accompagne pas mal d'affaires. Ce qui nous surprend dans ce qui nous surprend ou ce qui nous malheureusement nous surprend
pas suffisamment, c'est de constater que la fédération, si les faits étaient avérés, si un certain nombre de faits étaient avérés, n'a pas répondu à ses obligations, c'est-à-dire informer les autorités, informer sa tutelle, le ministère, qui lui peut prendre des dispositions pour empêcher ces auteurs, s'ils sont bien confirmés comme auteurs, de continuer à exercer auprès de mineurs en particulier. Voilà. Donc c'est-à-dire protéger les autres. Mais aussi parce que son président, sa plus haute tête, est accusé dans certains dossiers, donc je le disais, de SMS notamment à caractère sexuel sur certaines de ses collaboratrices. Donc là, on a en plus le cas que le président, la plus haute personne de la fédération, est directement concerné. C'est ça. Alors, nous, de notre côté, vous avez compris, on est une asso, voilà, on est reconnu du public, on porte un message, on essaie de protéger les personnes, on n'est pas une autorité. Nous, on n'a pas cette capacité-là et on n'a pas vocation à faire des enquêtes, ni journalistiques, ni administratives, ni judiciaires. Donc, c'est heureux, la ministre des Sports, je crois, s'est saisie du dossier pour diligenter une enquête administrative, pour faire toute la lumière sur ce dossier-là. Mais c'est certain que si c'était avéré là encore une fois que le président d'une fédération et à différents échelons, effectivement, il y a des propos qui sont répétés, des situations qui sont répétées, mais forcément ça peut verrouiller la parole. Cette omerta peut se renforcer. Et donc ça va pas aller dans le sens de faire le nettoyage que nous on espère. Justement, vous parlez d'omerta et j'incite aussi sur le chat à réagir. Est-ce que pour vous, autour de la table, ces révélations-là, elles vont signer justement à la fin de cette omerta? Est-ce que là, on va vers une plus grande transparence dans le milieu du sport? Est-ce que pour vous, ça va avoir un réel impact sur le long terme? Swan peut-être, ou Mehdi, vas-y pour commencer. Je pense que c'est graduel aussi. En fait, depuis l'apparition du livre de Sarah Abitbol, qui je crois était patineuse artistique, c'était en 2019 ou 2020, il y a quand même eu un mouvement où elle dénonçait les violences dont elle a été victime par son ancien entraîneur, en tout cas, si je ne me trompe pas. Il y a quand même un mouvement graduel qui fait que la parole se libère, et on sait que le sujet des violences sexuelles dans le sport, et au sein de toutes les fédérations sportives, existe, et c'est déjà une bonne chose. Et pour continuer, je tiens à saluer aussi Nicolas Jambou et Antoine Bourlon, avec qui on a travaillé, Corentin, qui avait déjà fait état du journal de l'équipe, dans le journal de l'équipe de certaines affaires. Donc, c'est ça, c'est pour ça que j'espère que ça va changer les choses et que la déflagration va être suffisamment grande pour que ça change les choses, mais il y a certains cas, certaines affaires qui remontent à ça fait 2-3 ans qu'elles sont documentées, que des enquêtes journalistiques en parlent, et on en est encore à se poser les mêmes questions 2-3 ans plus tard. Donc je pense que ça avance petit à petit, progressivement, mais il faut que ça continue, il faut qu'on continue d'en parler, il faut qu'on continue peut-être à demander des comptes, à mettre la fédération face à ses responsabilités. Moi je suis assez d'accord avec Maëlys, en fait ça va dans le bon sens, ça va pas assez vite et il faudrait penser peut-être aussi d'autres structures pour recueillir la parole des victimes. Ce matin il y avait le Parisien qui proposait peut-être de mettre une commission un peu comme il y a eu pour l'Église, pour les scandales d'agression sexuelle dans l'Église, de mettre une commission en place comme ça pour recueillir plus facilement la parole des victimes, parce que finalement le ministère des Sports il a que peu de prise sur ce qui se passe dans la FFF, il peut pas par exemple virer les dirigeants, donc il faudrait retrouver un moyen de reprendre, que le pouvoir politique reprenne un peu une prise sur ce qui se passe à l'intérieur des fédérations. Surtout si c'est face à une institution, si c'est confirmé. Oui, bien sûr. Évidemment, la présomption d'innocence. Voilà. Mais une institution comme la FFF où tout est fermé, tu citais l'exemple d'Abitbol, où la Fédération française des sports de glace a rapidement réagi et a lancé des actions, fait des choses, changé des choses, notamment quand Nathalie Péchala a accédé à la présidence peu après. Et on sent qu'ils sont vraiment, ils ont essayé en tout cas de s'emparer du problème, qu'ils l'ont reconnu déjà qu'il y avait eu des problèmes et des scandales comme ça. Ils ont reconnu que ça avait existé, ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour l'instant à la FFF. Justement, et Simon, je me retourne vers vous parce qu'on a Julien qui nous dit la parole se libère, mais est-ce que ça a des chances d'aboutir au niveau des sanctions? Il y a un aspect intouchable chez les dirigeants qui est assez blessant, parce que voilà, vous parlez de la Castara, c'est seulement pour l'instant un audit interne, il n'y a pas de réelle enquête judiciaire. Alors voilà, on ne sait pas, peut-être en parallèle. Alors, la justice travaille de pair avec les pouvoirs publics, donc le ministère, ça peut être une première étape, effectivement, pour évaluer si certains faits. Mais je pense qu'il peut y avoir derrière des mesures judiciaires, et y compris parce que les pouvoirs publics peuvent s'emparer du sujet sans même qu'il y ait de plaignants directement, de personnes physiques. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, le ministère a quand même des leviers
a quand même des leviers, puisque c'est la tutelle qui propose et qui signe une délégation de services publics aux fédérations qui ont un cahier des charges. Un cahier des charges qui est de plus en plus contraint. Et avec Roxana Maracineanu, l'ancienne ministre des Sports, ils avaient l'obligation d'élaborer un plan de prévention sur toute forme de violence, notamment les violences sexuelles, avec des cellules d'écoute à l'interne, ou en tout cas de relais, pour faire remonter l'information au niveau du ministère qui ensuite se charge d'accompagner, alors pas accompagner directement, d'orienter les victimes, on va dire, et de diligenter ces enquêtes administratives. Mais ces enquêtes administratives, elles ont un pouvoir qu'il ne faut pas négliger, parce qu'elles peuvent interdire tout professionnel d'exercer à titre bénévole ou professionnel auprès des enfants, quel que soit le champ, sportif, encore une fois de la jeunesse ou autre. Et si cette interdiction administrative, elle est franchie par celui qui est condamné administrativement, eh bien, il va passer au pénal. Donc, il y a quand même des leviers. Le ministère peut relever sa délégation, malheureusement, ce que forcer l'enquête aussi de Romain Molina a montré, c'est qu'il y a une véritable politique du silence et que même le règlement de la FFF, sans que ça passe au pénal, avait la capacité de suspendre ou même de radier complètement les licences d'entraîneurs. Et ça n'a pas été fait en fait. Tout à fait. À cause justement d'un problème vraiment institutionnel à l'intérieur de l'institution. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pour le coup sur aussi quelques autres fédérations. Mais c'est vrai qu'à l'échelle du football, on le sait, notamment les moyens financiers, probablement, voilà, il y a plusieurs indicateurs qui... Par exemple, la FFF a refusé de bosser, de collaborer avec vous, si je dis pas de bêtises. Exactement, on bosse avec une cinquantaine de fédés, mais pas avec la fédé foot. Voilà, pourquoi ? Parce que d'abord, il n'y a pas d'affaires, et puis ensuite, ils ont un autre partenaire, mais qui, à première vue, était surtout là pour recueillir la parole, pas pour porter un message de prévention, pas pour protéger, alors que nous, vraiment, on va essayer de protéger en portant le message. Et puis, il se trouve que cet asso avec laquelle il bossait, elle a fondu les plombs, elle s'est arrêtée, parce que justement, sa présidente, elle a dit publiquement, les fédérations, et elle travaillait essentiellement avec le foot, les fédérations ne veulent pas. Voilà, elles ne veulent pas, elles sont encore dans le déni, elles ne veulent pas. Oui, parce qu'en fait, agir, c'est reconnaître qu'il y a un problème, c'est ça, ce que disait aussi Roxana Maracineanu dans l'équipe, c'est si on agit, ça veut dire qu'il y a un problème, donc on n'agit pas, comme ça, on se dit, bon, il n'y a pas de problème. C'est ça, c'est un peu la crainte de certains partenaires, notamment de fédérations qui peuvent avoir peur pour leur marque, voilà, pour leur image. Sauf que, encore une fois, une fédération comme un club, c'est un échantillon de la société. Et donc les mauvaises personnes de la société sont aussi évidemment dans le champ sportif. Et donc c'est se mettre le doigt dans l'œil que de penser qu'on n'a pas de problème, ou en tout cas de faire en sorte qu'on n'en ait pas. Non, il y en a nécessairement partout. Et donc justement, il faut se dire, il y en a nécessairement. Il y a même peut-être des enfants, et c'est même encore le plus grand nombre de cas, ces enfants qui sont violentés, on va dire, dans leur vie personnelle, familiale. Hein, c'est vraiment là en fait que ça se passe le plus massivement. Et justement, c'est dans le club sportif qu'ils peuvent trouver des personnes de confiance à qui parler pour être accompagnés, être libérés. Donc on voit bien que le sport, c'est pas qu'un lieu où il se passe des violences, c'est aussi un lieu qui est réparateur, c'est aussi un lieu qui peut sauver des vies. Et nous, on milite aussi pour que ce message soit passé. Quelqu'un comme Romain Molina, qui donc avec parfois certaines contradictions soumises de la part des gens, mais qui en tout cas a une énorme communauté en tant que lanceur d'alerte, vous c'est quelque chose dont vous vous félicitez parce que ça permet de mettre en écho un problème, c'est quelqu'un avec qui peut-être déjà vous avez collaboré ou du moins que vous suivez? On suit évidemment ces enquêtes parce que pour nous c'est important, ça fait bouger les lignes, ça fait bouger les mentalités, ça communique, ça permet de communiquer. Le buzz parfois c'est utile. Notre association, elle est fondée par un homme qui était victime de viols et d'agressions sexuelles quand il était adolescent. Un ancien rugbyman. Et donc évidemment il n'a pas ni la carrure ni la gueule de la victime, comme on dit. Eh bien ça a créé le buzz, ça a permis aussi de relayer les choses, et ça a permis aussi aux garçons, aux hommes victimes, de parler. Parce que dans notre société qui aussi est patriarcale, qui est assez virile, où il faut montrer de la force, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, eh bien ça a permis aussi à certaines de libérer leur parole. On a Clément qui nous disait tout à l'heure dans le chat, je reviens un petit peu dans le chat, ça fait longtemps que Noël Le Graët aurait dû sauter. Est-ce que, pour vous, autour de la table, un signal fort aujourd'hui, c'est la démission de Noël Le Graët, le patron de la Fédération Française de Football? Pour moi, complètement. Après, ça prend vraiment pas cette direction. Hein. Il a rappelé qu'il voulait aller à la fin de son mandat. Mais même au-delà de ces scandales-là, ça fait longtemps qu'il a un peu du mal. Et là, je pense que c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il devrait essayer de passer l'arme, de passer le flambeau, quoi. Mehdi ? Ouais. C'est le scandale de trop, très clairement. Il devrait partir. Les accusations me semblent très graves. Alors certes, il y a la présomption d'innocence qui existe, mais... Une suspension de le temps de l'enquête, tu veux dire? Oui, mais... Au moins, de se mettre en retrait, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez, Simon? Est-ce que vous attendriez un geste fort comme celui-là? Est-ce que pour vous, ce serait un geste
suffisant. Nous, on sait que le problème de la gouvernance dans le sport, il est même au-delà du foot, hein, voilà, il est masculin, etc. On pense qu'il faut une féminisation, on pense qu'il faut que ces sujets soient portés aussi par tout le monde, et pas que par les femmes notamment, hein, par tout le monde. Et là, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui sont remontés, ça fait beaucoup d'éléments où la Fédération française de foot, on voit les propos qui ont été tenus à l'encontre de l'ancienne ministre des Sports aussi, voilà, qui ne place pas effectivement ce type de violence comme une priorité, alors que ce sont bien des pratiquants qui sont placés sous la responsabilité d'une fédération qui doit leur garantir, en tout cas, les moyens de leur protection physique, morale et tout. Après, attention, c'est pas la seule tête qui doit tomber, hein, et l'enquête de Romain Molina le montre très bien. Oui, il y a un changement profond qui doit La être, symbolique n'est pas bien suffisante, sûr. tu veux dire, c'est Évidemment. simplement... Et c'est pour ça, pour revenir sur la fin de l'Omerta, tant qu'on n'aura pas un peu changé tout le système dirigeant, il y a peu de chances que ce soit réellement brisé, quoi. Mais faut- juste, je sais que tu voulais intervenir. Non, on pourrait pas se... Je pense que la démission de Noël Le Graët serait un signe fort, mais c'est pas... Enfin, faudrait pas non plus se satisfaire que de ça Oui. et se dire que c'est bon, la tête qui incarne tout ça est tombée, il faut continuer à pousser pour des changements profonds et tout restructurer pour que ça change et que ça n'arrive plus. Aujourd'hui, sinon, si on doit être très clair, la solution, elle est où pour faire tomber finalement, si les enquêtes montrées par SoFoot et Romain Molina aboutissent, ça voudrait dire faire énormément de tombées de têtes. Comment on fait tomber toutes ces têtes puissantes qui dirigent la FFF d'une main de fer et qui sont difficiles à faire tomber finalement? Probablement en allant jusqu'au bout et systématiquement de toutes les enquêtes. Alors, journalistique, c'est une base de travail pour avoir des éléments effectivement, mais ça veut dire qu'il faut que sur le volet administratif et judiciaire, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Voilà, il faut aller jusqu'au bout, il faut condamner, hein, voilà, il faut interdire d'avoir des mandats suivants, d'avoir une éligibilité, il faut interdire d'avoir accès à certaines fonctions. Ça c'est fondamental. Je crois qu'il faut absolument que ça aille de ce côté. Et puis il faut aussi passer le message. Et je le fais aussi là au travers de votre auditoire, à toutes les victimes et aux témoins de ces faits-là. Il faut bien se dire qu'on n'est pas tout seul. Quand on est victime, on n'est certainement pas tout seul. On voit bien qu'il y a un effet boule de neige là, qui commence à sortir dans l'affaire du football. Et donc on peut être accompagné, on peut être aidé, on peut être entendu. Et ça participera aussi à protéger les autres. Voilà. Ça participe à se retaper soi-même, à se réparer aussi dans son parcours de résilience quand on est victime. Et ça participe aussi évidemment à protéger les autres et à faire un sport peut-être plus sain, un environnement plus sain. Il est question aussi de volonté politique. Si la volonté politique ne suit pas, on n'y arrivera pas, tout simplement. Comme le disait à juste titre Simon, les leviers existent, mais mine de rien. Il ne faut pas se voiler la face et se leurrer là-dessus. Si le ministère des Sports ne va pas dans ce sens, on n'y arrivera pas. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est au ministère de pousser. Moi, je pense que le ministère, par sa figure première, la ministre, doit faire pression pour faire bouger les lignes, tout simplement. C'est à tout le monde de pousser. Bien sûr. Il faut que ça pousse de tous les côtés et que Bien chacun sûr. prenne le rôle qu'il peut prendre. Pardon. Et il y a aussi un autre acteur qui est le CNOSF. Donc c'est l'organisme qui chapeaute le mouvement sportif aussi en France et l'ensemble des fédérations. Et alors, à la tête du CNOSF, c'est Brigitte Henriquez. Qui est visé aussi. Qui est aussi citée évidemment dans l'enquête. Voilà. Donc on voit bien que voilà, et Brigitte Henriquez qui a pu dire effectivement que non, à son époque où elle était à la fédération n'avait pas joué en catimini puisqu'ils avaient bien écarté, éloigné, viré grosso modo. Ouais. Voilà, ce qui était mis en cause. Sauf que il n'avait pas signalé les faits, hein, à première vue en tout cas, il n'avait pas signalé les faits, et ça l'enquête administrative permettra de le vérifier ou pas, et c'est extrêmement grave, au-delà du fait qu'évidemment, vous avez compris, ça ne protège pas les autres, puisqu'on va juste déplacer le problème, hein, la patate chaude on va l'envoyer auprès d'autres victimes potentielles, et donc en plus on sait que pour certaines de ces personnes qui en tout cas s'en prennent aux enfants, ils vont avoir une récurrence, ils vont recommencer. Donc il y a absolument obligation que le ministère effectivement se saisit de ça et utilise ses forces. Il en a, le CNOSF doit le faire aussi de son côté. Aujourd'hui, on a votre collègue Sébastien Boy le dit, on a 33% des signalements depuis janvier 2022 qui proviennent du foot. C'est un milieu où c'est plus difficile qu'ailleurs encore que dans les autres sports de lever le tabou. Comment on se situe, où se situe le foot parmi les autres sports?
Ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. Sur le principe, on va dire globalement comme les autres. Mais il faut imaginer que ça, c'est sur les signalements que nous on a pu émettre, sur les affaires que nous on a pu suivre. Vous imaginez qu'avec le nombre de licenciés, le nombre d'éducateurs, le nombre de pratiquants qu'il y a au foot, il y a potentiellement en nombre beaucoup plus de victimes, statistiquement, que dans un autre sport où il y a moins de licenciés. Donc, à partir du moment où il y a des victimes qui ont commencé à parler, eh bien, effectivement, les chiffres vont monter. Et si effectivement on porte le message au sein du monde du football, un message de prévention et de protection, eh bien, je suis certain que ce chiffre va encore grandir. Pas parce qu'il y a plus de violence dans le foot que dans les autres sports, je le répète, mais parce qu'il y a le milieu plus de pratiquants. Mais le milieu concurrentiel aussi, peut-être un enfant peut être tenté de se taire, par exemple, sur les agissements d'un éducateur pour sa carrière. Ouais, alors ça peut être le cas, et ça peut être, et en même temps, sur d'autres fédérations, il y a aussi des enjeux un peu similaires. Très rapidement, sur les chiffres, sur le recensement qui a été fait par le ministère, en tout cas qui date du début d'année, 84% des victimes sont des mineurs, 73% des dossiers concernent des faits commis au cours des 10 dernières années, et 107 affaires portent même sur la saison sportive 2020-2021. Les personnes dénoncées sont souvent des éducateurs rémunérés, des bénévoles, et 36 même avaient un statut d'agent d'État. Au total, 655 personnes sont mises aux causes, une écrasante majorité d'hommes, 97%, et la majorité des fédérations sportives sont concernées. 449 dossiers sont clos et 206 enquêtes sont encore en cours actuellement. On a un gros programme, donc je vais aller très vite, mais ma dernière question pour vous, Simon. Est-ce que vous appelez les joueurs, anciens joueurs également, comme Patrice Evra a pu s'exprimer sur un sujet sur le harcèlement par exemple, des joueurs qui n'ont plus cette pression concurrentielle finalement d'être tentés de se taire, etc. Est-ce que vous les appelez à s'exprimer aujourd'hui, à essayer de libérer la parole des autres, des plus jeunes ? Oui, évidemment. On a rencontré Patrice Evra avec la ministre Roxana Maracineanu, l'ancienne ministre, sur un temps de travail aussi. On l'a incité à continuer à porter ce message. Il y a beaucoup d'influence venant de joueurs de football notamment. On rencontre d'autres joueurs de football très connus, des internationaux. Tant que c'est pas conclu, évidemment, je ne vais pas communiquer dessus. Mais évidemment, pour nous, c'est fondamental. Ils ont du mal à s'exprimer. Alors, ils ont du mal à s'exprimer, évidemment, parce que le poids d'une carrière, les enjeux, le sponsoring, tout ça, c'est important, c'est fondamental pour eux. Mais nous, on estime qu'effectivement, la cause que l'on défend, elle est aussi très importante, évidemment, pour tout le monde. Donc, tant qu'à faire, s'ils peuvent apporter, comme ils le font, le soutien de leur image à cette cause-là, mais on pense que ce serait fondamental. Ouais. La libération de la parole des joueurs, c'est aussi un vecteur clé. Soit Mehdi, soit notamment. Complètement, c'est toujours par les victimes que les affaires éclatent, donc c'est le plus important, comme vous l'avez très bien dit. On ne peut plus fermer les yeux et se dire que ça n'arrive pas, que ce n'est arrivé à personne. C'est concret, c'est incarné. Forcément arrivé à certains d'entre eux, et ce serait un bon moyen d'inciter les plus jeunes à parler. Merci Simon Latourneret d'être venu nous voir. On rappelle donc que le Pied d'Argile sensibilise contre les violences sexuelles dans le milieu du sport, et donc que tous les pratiquants de tous les sports peuvent se tourner vers vous en cas de situation de harcèlement, de bizutage ou de violence sexuelle. Les particuliers, n'hésitez pas. En particulier, contactez-nous, on vous aidera gratuitement aussi. Eh bien, merci beaucoup à vous d'être venu. Tout de suite, on va enchaîner très rapidement parce que on a Bertrand Perret qui est en train de s'équiper en coulisses et qui va bientôt nous rejoindre. Tout de suite, c'est Contre-champ. Alors parce que notre invité nous écoute, on se met tout de suite dans le bain des mots avec vous, Swan et Mehdi. On inaugure une petite première parce que vous avez tenté la chronique à deux. Voilà, c'est un bel essai. J'espère qu'il sera entre Parisiens et Marseillais concluant. Voilà, entre Parisiens et Marseillais, l'amitié est belle. Mais là, on parle des mots des politiques sur la Coupe du Monde au Qatar. Effectivement, Corentin, avec Swan, on a d'abord voulu vous présenter l'exposé du siècle, où il était question notamment de philosophie morale, que nenni c'était trop long, et Corentin, tu l'avoueras, nous a coupé dans notre élan, mais on a quand même jugé bon de vous faire réviser un petit peu vos cours d'argumentation, et le débat autour de la Coupe du Monde au Qatar s'y prête plutôt bien. Donc au menu du jour, syllogisme, antimème et paralogisme. On regarde le premier extrait. Vraiment hâte que tu nous éclaires. Il y a des problèmes politiques que chacun connaît, et les chefs d'État et de gouvernement ne sont pas obligés d'aller à du monde, d'aller aux Jeux Olympiques. Par exemple, pour les Jeux Olympiques d'hiver qui ont été organisés par la Chine il y a quelques mois,
la France n'y a envoyé aucune délégation supérieure à celle d'un ambassadeur. Donc je pense que sur le Qatar, ce sera pas forcément utile que les chefs d'État et de gouvernement se précipitent pour aller à la Coupe du Monde. Je pense que vous l'avez tous reconnu à sa voix, ce bon vieux François Hollande, ancien président de la République. Ici, ce monsieur utilise ce qu'on appelle un antimème, une forme dérivée du syllogisme. Mon cher Corentin, je ne sais pas si tu sais ce que c'est un syllogisme. Alors du coup, j'ai lu la chronique, mais maintenant je suis un peu biaisé. Moi je sais pas, j'ai bien qu'on m'explique. Donc c'est la construction d'une argumentation en 3 temps, une majeure, une mineure et la conclusion. Et le syllogisme, le syllogisme le plus connu, c'est tous les hommes sont mortels, Corentin est un homme, pardon, donc Corentin est mortel. Je vous le montrerai ça à la fin de l'émission. L'antimème, c'est un peu la même chose, à peu de choses près que ça élude un point de la démonstration. Donc en gros, c'est un syllogisme dans lequel une partie des prémices est sous-entendue. François Hollande, ici, il élude la première partie de son raisonnement qui repose sur un lieu commun qui est « Les gouvernements d'une démocratie ne doivent faire aucun compromis sur les libertés démocratiques et sociales », ce qui donne la logique suivante. Les gouvernements d'une démocratie ne doivent faire aucun compromis sur les libertés démocratiques et sociales. Le Qatar les a tordus et foulés. Le Qatar est méchant, donc. Le Qatar est méchant, nanani, nanana. Donc les dirigeants français doivent boycotter la Coupe du Monde et ne pas se rendre au Qatar. C'est une argumentation finalement ultra simple, qui procède de la déduction, mais très rigoureuse et diablement efficace. Et maintenant, la question, c'est de savoir comment le gouvernement répond à ce type d'injonction. On regarde, c'est vrai que c'est la parole évidemment de tous les politiques qu'on entend en ce moment. On regarde la suite, la réaction du gouvernement. Je crois que c'est Olivier Véran. D'abord, j'aimerais que la décision elle a été prise il y a 10 ans. Je me souviens d'ailleurs qu'il y a 10 ans, les premières réactions c'était est-ce que les footballeurs vont pouvoir faire des bons matchs dans des stades où il fait très chaud, même s'ils sont climatisés. Aujourd'hui, c'est plus la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il est raisonnable de climatiser des stades dans la période actuelle. Ça veut dire que les mentalités ont bougé, et je vais vous dire, tant mieux. Maintenant, ce qui a été décidé il y a 10 ans par une centaine de pays dans le monde, qui a été accompagné pendant 10 ans, c'est compliqué à quelques semaines du début de dire tout d'un coup, en fait, il faut pas le faire. Ma conviction, c'est que si on devait prendre une telle décision aujourd'hui, on ne donnerait pas la Coupe du Monde au Qatar. Ça, c'est la dernière phrase qui est importante. On va qui est importante. Ouais. Bon, là, si vous avez un peu de mal à comprendre la logique, c'est normal parce qu'on est face à un magnifique paralogisme. Donc un paralogisme, c'est quoi ? C'est tout simplement un raisonnement biaisé qui arrive à une conclusion finalement fausse, soit à l'inverse une stratégie de diversion faite par le langage pour ne pas vraiment répondre à une question qui est un peu... Là, on est plus sur une diversion, là. Ouais. Gênante. Là, on est vraiment sur un vrai paralogisme. Donc si je restitue l'argumentation d'Olivier Véran, ça donne tout d'abord la décision, elle a été prise il y a 10 ans et validée par une centaine de pays du monde. Ensuite, les questions portées au départ sur des considérations sportives, mais aujourd'hui on a conscience des enjeux écologiques. Donc, conclusion, si on devait aujourd'hui réattribuer la Coupe du Monde au Qatar, on ne le ferait probablement pas. Bah oui, merci Monsieur Véran, mais c'était pas la question qu'on vous posait. S'il avait vraiment voulu répondre à la question qu'on lui posait avec cette forme d'argumentation, il serait certainement pas arrivé à cette conclusion. En revanche, ce qu'Olivier Véran essaie de nous dire finalement, c'est que les décisions d'hier nous exemptent de responsabilité aujourd'hui. Ça, c'est un leitmotiv qui est intenable pour n'importe quel décisionnaire. C'est ainsi un authentique paralogisme qui est formulé par Olivier Véran pour simuler une argumentation rigoureuse, mais pour finalement surtout ne pas répondre frontalement à la question qui le ça, on ne répond pas directement à la question. Et maintenant, je vous propose qu'on regarde la déclaration d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Ce qui Par contre, ma surprise, c'est des appels au boycott. Je pense notamment à François Hollande, de personnes qui étaient en responsabilité entre 2012 et 2017 et qui auraient dû, à ce moment-là, avoir des positions aussi dures. Comme on dit dans le football, la meilleure défense, c'est l'attaque. D'où l'utilisation d'un magnifique paralogisme informel par Agnès Pannier-Runacher. Donc plutôt que d'utiliser une argumentation un peu douteuse, comme Olivier Véran, elle va préférer l'argument ad personam pour mettre en contradiction finalement les déclarations de François Hollande avec ses actes passés. En gros, elle rappelle que lui aussi, il a été président par le passé et qu'il n'avait pas eu des positions aussi dures. En d'autres termes, elle dénonce finalement son opportunisme aujourd'hui alors qu'il n'est plus dans le fauteuil des décisions. Donc c'est une bonne manière de ne pas répondre à la question posée et de contourner les injonctions. Quoi qu'il en soit, au travers de ces deux exemples, on voit quoi ? On voit que le gouvernement il est bien embarrassé par la question
du boycott diplomatique au Qatar, hein, c'est une question qui le gêne fortement. Et à vrai dire, pour le moment, il y a peu de chances de voir la France boycotter le Qatar à la Coupe du Monde, essentiellement parce qu'on connaît une crise énergétique qui est quand même assez forte, et aussi parce que de nombreuses entreprises françaises ont des partenariats avec le petit État du Golfe qui sont assez conséquents. Et tout ça, ça fait que ça empêche un peu le gouvernement de froisser l'État qatari. Mais bon, l'espoir fait vivre, et il n'est jamais trop tard pour prendre une position forte sur ces questions. Merci Swan et Mehdi pour cette chronique en duo, un duo du niveau Gourcuff-Chamac 2009, c'est ce que nous dit ça je sais qui c'est, je parie que c'est Elio, tout à fait. Et on a Erwin qui nous dit s'il fallait boycotter la CDM, c'était au moment de l'attribution, donc finalement on rejoint un peu les arguments soutenus par Olivier Véran. Donc. Ah, il est dans la logique qu'il n'y a plus de responsabilité aujourd'hui. Erwin PL7, notre internaute, nous ferait-il un paralogisme Bon, écoutez, je vous propose qu'on pose la question tout de suite à un expert des mots, il les connaît mieux que nous. Attends, juste qu'on revienne vite fait sur c'était pas le boycott sportif, c'est surtout un boycott diplomatique symbolique. Sûr. Est-ce qu'il faut envoyer ou pas des représentants de l'État français Oui, c'est ça, c'était sur l'envoi des représentants, exactement. Donc on accueille un spécialiste des mots, puisque je reprends maintenant le fil de mes pensées, c'est l'invité de Salon Caviar. Une légende comme Rai sur le terrain. Aïe, tu sais ma bitch, on aime la maïs avec cette merde que la mif. Alors je vous change votre hygiène oblige, je vous change votre petite tasse, histoire que vous ayez également de quoi vous désaltérer. C'est important de bien se désaltérer quand on est très important. Avant de faire un bon discours. Bien sûr, c'est aussi un acte physique de parler. Donc, tout à fait. Avoir du carburant. Bertrand Perrier, vous venez d'entendre la chronique de Swan et Mehdi. Vous êtes avocat spécialiste de l'art oratoire, et pour vous, est-ce que les prises de position des politiques sur sur la Coupe du Monde et le boycott de la Coupe du Monde, est-ce qu'elles ont du sens un mois avant la compétition, alors que pendant 10 ans on n'a pas entendu grand monde? Oui, elles ont du sens parce que les actes sportifs sont tous des actes politiques. On le voit bien avec les Jeux Olympiques, qui sont aussi une caisse de résonance de la géopolitique. On boycotte, au contraire on soutient, et tout ça est un signe. Il y a des athlètes qui refusent de combattre avec tel autre parce qu'ils ne sont pas de la même confession, ils ne sont pas de la même nationalité, leurs pays sont en guerre. Et donc en réalité on a une sorte de précipité de la géopolitique dans le mois des Jeux Olympiques ou dans les 3 semaines de la Coupe du Monde. Et puis il y a une caisse de résonance médiatique parce que ça attire et ça focalise l'attention des médias, et donc c'est effectivement aussi une occasion de se faire entendre. Alors n'hésitez pas sur le chat à poser vos questions de rhétorique, d'art oratoire à Bertrand Perrier. Vous analysez notamment dans les médias, dans vos livres, la parole des hommes politiques, l'oralité des acteurs globalement de la vie publique. Et à propos des sportifs, vous avez dit sur France 5 en 2018, tu allais quand même chercher loin dans les archives. Ah oui. Vous avez dit il n'y a pas de prescription là. Il n'y a absolument pas de prescription dans vos discours, mais vous avez dit à propos des sportifs, je me demande pourquoi on les interroge puisqu'ils n'ont rien à dire. Non, c'est vraiment si inintéressant. Là, c'est malhonnête. On n'est pas dit dans le paralogisme. Là, on n'est même pas dans le ad hominem, on est dans le ad personam, c'est-à-dire vraiment c'est la personne qui est attaquée. Non, mais je remets en contexte. Parfois, en effet, on a l'impression qu'on interroge des sportifs qui ont une compétence sportive et qu'on veut en faire des tribuns d'estrade. Je veux dire, on ne demande pas à un petit rat de l'opéra d'être haltérophile. Donc ce sont deux compétences différentes, ils ont une compétence et tout le monde n'est pas obligé d'être par ailleurs à l'aise à l'oral. On sait à quel point l'angoisse de prendre la parole publique est souvent mise en avant dans notre société. On ne peut pas demander aux sportifs d'être meilleurs que l'ensemble de la population dans cette discipline. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les médias interrogent moins les footballeurs, qu'on en attende moins d'une manière générale? Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui sont plus à l'aise, vers lesquels on va se tourner plus facilement, et que par ailleurs, il y a aussi une formation à la prise de parole. C'est pas inné la prise de parole en public. Et donc, il y a aussi des jeunes qui méritent d'être formés à la prise de parole en public. Mais vous avez d'ailleurs des initiatives, y compris dans le sport, de concours d'éloquence dans les centres de formation des jeunes footballeurs, avec d'ailleurs même un concours national qui est organisé par la Fondation du football, qui est une fondation un peu parallèle aux instances, et qui promeut la formation à l'art oratoire. Alors on peut appeler ça éloquence, prise de parole, art oratoire, mais en tout cas qui sensibilise les jeunes footballeurs à la nécessité, indépendamment de leur qualité technique et sportive, de développer aussi des savoir-être, notamment celui de la prise de parole. Alors on va vous montrer quelques petits extraits. C'est évidemment
un petit peu les gimmicks des footballeurs, les gimmicks vocaux. Je sais pas si Clément a l'extrait, alors on l'a pas, me dit-on, en régie, mais il y a toujours ces phrases de footballeurs. Non mais bien sûr, il y a on prend match après match, Voilà, l'important c'est le collectif, Exactement. On verra à la fin, ça va être un match difficile, il faut respecter l'adversaire, enfin on les connaît tous par cœur. Il y a une sorte de bingo de l'interview footballistique. Et comment on l'explique justement que la communication elle soit devenue ce que beaucoup critiquent un petit peu aseptisé, que les joueurs ont tendance à répondre un petit peu parce que je pense qu'il y a un effet bouclier en réalité. En ne parlant que par formule, on ne prend aucun risque. Et par exemple, on ne prend pas le risque de l'accident industriel Galtier-Mbappé. Parce que là, il y a une parole effectivement qui dépasse le cadre très normé et très rassurant de on prend match après match, etc. Et là, on prend le risque aussi d'une parole qui est complètement inadaptée. C'est la conséquence du média training un petit peu Je pense en fait qu'il faut prendre l'espace médiatique comme un espace social qui est très stratégique aux yeux des clubs et des footeux. Dans le sens où s'il est jugé comme stratégique aussi, c'est aussi parce qu'il produirait des effets. Et pourtant, typiquement, la réaction d'Mbappé qui éclate de rire, qui produit un effet négatif sur un sujet jugé extrêmement sérieux et extrêmement grave. Je pense que les footballeurs ne veulent pas s'aventurer tout simplement sur des sujets qui sont trop épineux. Et je suis pas sûr qu'ils aient tort de le faire. Je suis pas si sûr en fait, parce que la prise de parole, pour moi c'est très important d'un point de vue éducatif aussi, parce que c'est pas seulement une question d'éloquence, c'est aussi une question de respect, d'écoute, de dialogue, de capacité à s'écouter les uns les autres. Donc l'éloquence c'est pas seulement bien parler, et puis c'est aussi une compétence sociale. On voit bien en termes de reconversion des footballeurs, ceux qui ont les reconversions les plus faciles sont quand même ceux qui ont la plus grande facilité à communiquer. Je pense dans mon dernier livre qui s'appelle Sauf qui parle, j'ai interviewé Bicente Lizarazu. C'était un livre sur la parole qui change des destins, qui change des vies. Et Bicente Lizarazu me raconte qu'en réalité, il était à l'aise au bord du terrain, c'était ce qu'on appelait un bon client pour les interviews d'après-match, et en réalité, il avait été repéré comme tel par des patrons de chaîne, de sorte qu'en juin, il arrête sa carrière, et en septembre, il est dans la cabine. Ce qui se passe pour beaucoup de consultants, je pense à Christophe Jallet par exemple, qui était un excellent client. Après, qui a fini, tout le monde n'a pas ce capital social en sa possession, faut pas l'oublier. Et moi je pense que les joueurs, ils ont peut-être le sentiment parfois d'être traqués, et tout simplement, ils ont peur de faire des lapsus. Des lapsus qui vont passer en boucle. Après, tu vois, moi, Mehdi, je ne donnerais pas la même lecture. Pour moi, c'est plus quelque chose qui est impulsé par les clubs. C'est-à-dire que les clubs, en fait, pour se protéger et pour éviter des dérapages, comme on a vu avec Christophe Galtier et Kylian Mbappé, qui vont faire des formations de média training, qui vont apprendre des formules creuses à leurs joueurs pour justement éviter de faire des vagues et éviter que l'institution en fait en prenne plein la gueule. Oui, mais après, le problème de cette parole complètement aseptisée, c'est pourquoi est-ce qu'on tend le micro ? Quel est l'intérêt de tendre le micro si la réponse c'est on prend match après match? Alors après, on se dit mais il n'y a pas de rencontre de l'offre et de la demande. Non, les journalistes veulent quelque chose d'un peu incarné, d'un peu personnel, un propos qui a du fond sur une stratégie, sur une ambition tactique, et puis on leur répond on prend match après match. Donc au bout d'un moment, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on continue en effet à tendre des micros? Parce qu'à la fois, moi j'ai relu, là il y a récemment en préparant l'émission, j'ai relu les interviews de Geoffrey Jourdain qu'il avait donné à SoFoot, et lui c'était quelqu'un qui avait beaucoup de mal justement en expression, et qui a beaucoup était beaucoup moqué pour ça. Qui était beaucoup moqué notamment par Canal+, et qui a beaucoup souffert en fait de ça. Et donc finalement, on est toujours dans l'entre-deux. À la fois, on veut des joueurs qui s'expriment comme il faut, et on raille un peu les formules creuses. Et donc en fait, on arrive à un truc qu'on est un peu... On a Erwin Perry qui nous dit on peut parler des chaînes comme la chaîne L'Équipe, parce que quand un joueur sort du cadre prescrit, on analyse pendant 72 heures les propos et ça vire un peu au n'importe quoi. C'est un climat de défiance finalement qu'il y a entre les clubs, les joueurs et les journalistes. Je pense qu'en effet, là encore, si ce que vous attendez c'est on prend match après match, parce que ça au moins on passe en dessous des radars et il n'y a aucun problème, c'est un peu dommage. Parce que... Mais le joueur c'est des problèmes. Oui, mais à ce moment-là, le joueur vous répond on prend match après match, il passe en dessous des radars et on l'attend sur sa compétence réelle qui est celle du terrain. Si vous analysez parce que à chaque fois qu'il sort du cadre en effet prescrit et qu'on a un propos qui n'est pas complètement aseptisé, qui sort du cadre et que vous lui faites dire beaucoup plus que ce qu'il dit, effectivement ils vont se remettre dans leur bulle et ça va pas être très intéressant. Mais on parle de la parole des joueurs, il faut aussi parler de la parole d'abord des encadrants. C'est super important. Je pense à l'incident qui a eu lieu sur les U18 là, où ils ont eu 4 cartons rouges et qu'ils n'ont pas pu continuer le match. Là aussi, la parole,
c'est aussi éducatif. Il faut insister aussi là-dessus. La parole, c'est important pour se parler, pour se respecter. C'est une éducation. Faire des concours d'éloquence, ça sert à rien. Ça sert simplement à former les jeunes à s'écouter et à se respecter. C'est une parole éducative. C'est pas une parole oratoire ou esthétique. Ça, c'est pas très intéressant. C'est juste de dire attention, écoute-le. Il a quelque chose à te dire sur le terrain, hors du terrain. Il y a un gars qui est capitaine. Il a une parole. Pourquoi est-ce qu'il est capitaine? Parce qu'il est meilleur, parce qu'il est plus expérimenté, parce qu'il est écouté, parce qu'il est respecté. Donc la parole, elle n'est pas seulement dans l'interview d'après-match où de toute façon il est crevé, il a rien à dire et il veut rien dire. Donc là il y a un package et vous pouvez rien obtenir de lui. Moi ce que je crois important dans la parole, c'est pas cette parole-là, c'est au contraire la parole du vestiaire, la parole qui a un rôle social dans le foot, qui a un rôle d'insertion, qui a un rôle de pacification aussi sur le terrain, qui va avoir un rôle dans la reconversion, et puis il y a aussi la parole de l'entraîneur, qui alors là pour le coup, on peut parler de la causerie d'avant-match, et alors là il y a 1000 choses à dire. Maëlys, pour le coup, on t'a pas entendu encore sur le sujet des... Toi, quand t'écoutes Monaco, par exemple, est-ce que t'attends beaucoup des interviews, des zones mixtes d'après-match Non, mais effectivement, c'est ce qu'on disait, et c'est un peu triste de savoir qu'on est à un point où les journalistes, et j'en fais partie, posent des questions et veulent chercher à avoir des infos qu'ils n'auront pas. Ils savent qu'ils vont trouver un mur en face et qu'on se contente de cette situation, c'est un peu triste, et ça montre aussi que c'est le cas spécifique du foot, parce que je pense qu'on ne pourra pas forcément dire la même chose d'autres sports, mais c'est un tel sport, une telle machine, et les clubs sont arrivés à des points où ils pensent qu'ils se suffisent par eux-mêmes, ils maîtrisent leur communication, ils maîtrisent les canaux par lesquels ils donnent leurs informations, et le dialogue est rompu. Je suis totalement d'accord avec Maëlys, les clubs sont devenus des médias en eux-mêmes. Ouais. En revanche, je pense... Et on peut les... Pardon, je peux les moquer, on moque le PSG parfois quand ils annoncent qu'ils ont une interview exclusive de leur dernière recrue, il y a un décalage qui s'est fait totalement sur l'expression et la parole. En revanche, je pense que ce serait bien aussi qu'on fasse notre autocritique en tant que journaliste. Il suffit d'écouter une conférence de presse d'un entraîneur du PSG, ça a pu être Tuchel, ça a pu être Emery. C'est le cas aujourd'hui avec Galtier. Les questions posées par moment. Tu zappes Pochettino parce que là, les réponses sont... laissent plus à désirer. Mais je suis entraîneur, j'aurais pas grandement envie d'y répondre. Il y en a certaines qui n'ont que très peu d'intérêt. C'est parce qu'on sait qu'on va pas avoir de questions de réponses intéressantes, donc ça pose pas. Mais moi je pense qu'il faut tenter de poser des questions intéressantes pour avoir des réponses intéressantes. Sinon on n'y arrivera jamais. Malgré tout, je vais dire juste quelque chose, c'est très éducatif aussi. La parole, c'est le produit d'une éducation. Et on a là des jeunes gens qui ont été en centre de formation très jeunes, qui n'ont pas été éduqués à la prise de parole. Encore une fois, ça s'apprend. Vous, ce que vous dites, c'est qu'il faut, au contraire, il faut renforcer la communication, il faut la prendre dès le plus jeune âge pour apprendre à libérer les joueurs dépensifs. Évidemment, et surtout ceux qui ont du mal et qui, parce qu'ils ne s'expriment pas bien, vont être plutôt dans la violence, vont se murer dans le silence. On l'a vu dans le plateau précédent avec la question des violences sexuelles et sexistes, qui vont se renfermer, qui ne vont pas oser dire. La libération de la parole, elle passe aussi par la capacité à prendre la parole et à être écouté. Et ça, c'est aussi une question d'éducation. On l'a vu un peu quand Kylian Mbappé est arrivé, on s'est dit tiens, il parle mieux que les autres. C'était vrai. C'est parfois vrai encore. Après, ça l'amène aussi à la réaction type Galtier, et là, c'est vraiment l'accident industriel. Parce qu'il y a aussi une question d'image dans la parole. C'est l'image qu'on renvoie. Alors, est-ce qu'on veut être complètement lisse et tout cadenassé? Et c'était l'idée que vous développiez tout à l'heure, où en fait, il y a une non-rencontre entre une question qui n'a pas de sens et une réponse qui n'existe pas. Ou est-ce qu'on veut donner un peu de soi? En fait, est-ce qu'on veut être quelqu'un? La parole, c'est dire qui on est. En fait, indépendamment du message qu'on dit, c'est dire qui on est. Et on révèle à travers la parole une personnalité. D'où la question, est-ce que je veux passer en dessous des radars et être le bon petit soldat avec un uniforme qu'on ne remarque pas, ou au contraire, est-ce que je veux avoir une parole un peu différente? Quelqu'un comme Kylian Mbappé, justement, vous en parlez, vous avez dit il a amené un vent de fraîcheur. Est-ce que pour vous c'est toujours un bon communicant, Kylian Mbappé? La preuve que non. La preuve que non. Puisque quand il est en roue libre dans la conférence Galtier, c'est la catastrophe. Donc en réalité, oui, c'est un bon communicant, c'est un bon client, bien sûr, parce que on voit qu'il est assez à l'aise, il est plutôt drôle, il a une personnalité, c'est-à-dire qu'il sort un peu de l'épure du footballeur un peu classique qui veut pas répondre à une question qu'on veut pas lui poser. C'est son objectif d'image aussi. Oui, c'est son objectif d'image, parce qu'il cherche aussi à sortir du lot. Mais la rançon de « j'accepte de sortir du lot », c'est de faire de l'écart parfois. Pour toi, Mehdi, je sais que t'es pas un grand fan du Kylian Mbappé communicant. Je souscris complètement, c'est un excellent client même. En revanche, je suis pas sûr que ce soit un très bon communicant.
C'est pas le premier dérapage qu'il a, hein. Il en a eu quelques autres. Je pense à la remise des trophées UNFP. Il parle de responsabilité. Exactement. Ouais, mais tu peux pas les mettre sur le... Alors, c'est pas sur le même plan, mais il y a évidemment. Son premier, en tout cas, j'en ai pas d'autres en tête, mais sur une question plus large que lui. Ah oui, là-dessus, on est totalement d'accord. Mais moi, je suis pas certain que ce soit un excellent communicant. Attention, hein, c'est des gens très jeunes et dont c'est pas le métier. Donc, faut pas aussi exiger d'eux autre chose que ce pourquoi on les emploie. Vous êtes un peu comme la ministre qui a fait un petit peu débat, la ministre des Sports, qui a dit que ce ne sont pas des hommes politiques, ce ne sont pas des fonctionnaires du Quai d'Orsay, mais ils sont là pour jouer. Évidemment, et là on va le voir dans la Coupe du Monde, où on va leur demander des avis politiques, on va leur dire, mais alors si vous participez, c'est que vous cautionnez. Honnêtement, ils sont pas là pour répondre à cette question. Ceux qui sont là, c'est les cadres, c'est la fédération. Mais ne demandons pas aux sportifs plus que ce pourquoi on les admire et on les aime. Mais en revanche, c'est vrai que la parole, pour moi, qui me fascine, c'est celle des entraîneurs. Enfin, pour moi, l'un des plus grands moments de prise de parole, c'est Pascal Duprat. Enfin, j'allais venir. La conférence de presse. Voilà. Alors, moi, j'ai jamais eu le bonheur de rencontrer Pascal Duprat, mais j'ai fait diffuser sa conférence de presse tous les ans à mes étudiants. C'est un modèle absolu. Pour vous, un bon entraîneur, c'est forcément un grand orateur ? Oui, il y a quand même une dimension pour galvaniser la troupe, et donc il y a quand même une dimension d'oralité. Bien sûr, on peut le respecter pour ses qualités techniques, tactiques, de vision du jeu, pour la carrière qu'il a faite également, mais la passion et la motivation, elle se transmet par les mots. Enfin, c'est comme un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, il peut être un très bon musicien, mais ça doit être surtout quelqu'un qui donne le rythme. Et ça, c'est un peu un fluide impalpable, et ça passe aussi par l'éloquence. Enfin, quand vous avez, évidemment, alors après on peut le moquer, muscle ton jeu Robert, enfin, il y a une mille aussi prises de parole dont on a ri, mais la conférence de Duprat, c'est imparable. Tout est imparable là-dedans. On le voit avec certains des plus grands entraîneurs de l'histoire. Hein. Mourinho nous a donné quelques immenses conférences de presse. Je pense à Trapattoni. On n'était pas nés, mais c'est dans plein de styles différents là, voilà. Ce que tu évoques. Guardiola, quand il était à Barcelone, il y a une célèbre conférence de presse avant une demi-finale de Ligue des Champions contre le Real, où il est extrêmement taquin et il attaque Mourinho de plein fouet. Bien sûr, souvent les grands entraîneurs sont très très bons communicants. Mais en fait, l'idée de Pascal Duprat, où là c'est vraiment génial, ça touche au génie absolu, c'est la vidéo des enfants. C'est imparable. Parce que l'émotion... vous voyez vos enfants, et donc vous ne jouez plus pour vos coéquipiers, vous ne jouez plus pour vos supporters, vous ne jouez plus pour l'entraîneur, vous jouez pour vos enfants. Et là, c'est une question de vie ou de mort. En réalité, vous perdez, votre entraîneur n'est pas content, c'est pas grave. Mais vous avez perdu la considération de votre gosse. C'est pas possible. Et c'est quelque part même assez déroutant, parce que c'est vraiment l'irruption de l'intime dans le professionnel. C'est comme moi si on me mettait mes enfants à l'audience. Je dis, c'est dégueulasse en fait. Tu peux pas faire un truc pareil. Et donc si t'es mauvais, en fait, c'est que t'aimes pas tes gosses. Mais c'est ça qui fait. Et c'est absolument génial. Alors c'est un one-shot. Ça peut pas être refait, ça peut pas être dupliqué, mais sur le moment, ça marche, et c'est extraordinaire. Puis, il y a une voix, il y a une intensité, il embarque tout le monde. C'est naturel ou c'est travaillé? Non, il y a une... Mais, alors, il y a tout. C'est hyper travaillé parce qu'il a filmé, donc la preuve qu'il l'a travaillé. Mais sur le moment, il donne tout. Il y a une générosité, il y a une motivation. À la fois, il les scoop, il les aime. Enfin, c'est assez formidable. C'est vraiment l'irruption de l'affect dans le professionnel. Vous avez tous été... Oh, vas-y Maëlys, pardon. Ça peut pas... Enfin, c'est pas toujours gage de succès. Il y avait le cas de l'équipe de France de rugby où, à l'époque de Bernard Laporte, je crois, qui avait tenté de mobiliser cet affect-là avec, en lisant la lettre de Guy Moquet avant... C'est pas exactement pareil, mais c'est pas totalement pareil, parce que la lettre de Guy Moquet, c'était très beau, mais c'était des valeurs. Là, c'est la famille, c'est l'affection, c'est le sentiment. Les valeurs et le sentiment, c'est pas tout à fait, en termes de galvanisation, la même chose. On peut être touché, ému par la lettre de Guy Moquet et par le sacrifice de Guy Moquet, mais quand on voit la figure, parce qu'il y a l'image aussi. En fait, la lettre de Guy Moquet, c'est que les mots, tandis que dans la causerie de Pascal Duprat, il y a l'image, avec la force qu'on connaît évidemment. L'image, la musique en plus. L'image, la musique, les voix d'enfants, enfin, c'est imparable. Je crois qu'on l'a tous vu ce documentaire. Pour vous tous, il a un impact sur le sportif. Il a des répercussions sur le maintien de Toulouse, il a un rôle vraiment dans l'exploit du soir. Oui, à ce moment-là, c'est certain. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ça paraît évident. Après, c'est unique, c'est pas reproductible, et on le voit, il y a eu des limites après qu'on connaît avec Pascal Duprat. Pour la saison suivante, où d'ailleurs il a fini par être licencié. Ouais. Mais voilà, comme dit Mehdi, sur ce moment-là, ça fait mouche, quoi. Vous pensez qu'ils y pensent quand ils jouent? Les joueurs, ils ont encore en tête
Le discours au moment d'entrer sur le terrain pendant le match. Oui, sinon on n'a qu'à mettre un robot entraîneur et puis ça fait juste une feuille de match. Et en réalité, l'entraîneur il commence là où s'arrête la feuille de match. C'est-à-dire qu'il a aussi cette capacité, ce charisme personnel, c'est très mystérieux. Hein. C'est une alchimie, on ne sait pas, mais il y a des gens. Et puis c'est pour ça aussi qu'on est entraîneur. On est entraîneur parce qu'on a ces qualités-là. Sinon, on est président de club. Mais des entraîneurs beaucoup plus discrets quand même. Moi, je pense par exemple à quelqu'un comme Zidane qui a cette taciturne. Et ça n'empêche pas d'être un immense entraîneur avec... Après, on connaît pas tout non plus, on n'a pas accès à tout ce qu'il raconte, à toutes ces causeries. Après, les causeries sont souvent moins enflammées quand même, hein. C'est quand même assez... Mais l'enjeu n'est pas non plus celui-là d'un maintien in fine sur un dernier match. Non, c'est sûr. On a Erwin Perry qui nous dit c'est un des reportages qui m'a fait pleurer, pourtant je n'ai rien d'affectif avec Toulouse, et on a Jupitien qui nous sort des petits exemples, la vidéo du petit des Newell's Old Boys, je sais pas si vous la connaissez celle-là, elle est fantastique, un petit de 8 ans qui fait un discours... Oui, qui motive les gamins. Dans un derby face à Rosario, c'est précisé Bielsa aussi, Marcelo Bielsa, qui pourtant était quelqu'un de pareil, d'assez renfermé et qui a produit des très beaux discours. C'est un orateur exceptionnel pour le coup. Et qui était pourtant quelqu'un face aux médias qui n'était pas. Bielsa, je sais pas, par exemple, ça vous inspire en tant que coach? Nous, il était plus froid par rapport à nous, public, mais pourtant très proche de ses joueurs. Oui, mais alors après, il y a encore une fois toutes sortes de motivations possibles. Il y a la motivation par l'affectif, par on va se parler, on va se prendre un par un aussi. Il n'y a pas forcément le côté collectif, il y a aussi la relation individuelle. Hein. Et puis, il y a aussi ceux qui en imposent, ceux qui piquent, qui vexent, qui font exprès de dire que si on gagne pas, c'est vraiment qu'on est vraiment pas digne du public, pas digne du club, pas digne de sa paye. Donc, il y a plusieurs formes dans la motivation et dans les arguments. Vous évoquiez le paralogisme, etc. Il y a plusieurs types d'arguments. Il y a l'argument sentimental, il y a l'argument technique, il y a l'argument du respect qu'on inspire. Enfin, il y a plusieurs registres. Mais est-ce qu'on n'analyse pas un petit peu, on va terminer rapidement là-dessus, mais est-ce qu'on n'analyse pas un discours à l'aune du match qui suit? C'est-à-dire, on dit qu'un discours est réussi quand l'équipe gagne ensuite, et on dit qu'un discours est raté, parce que par exemple, vous parlez de Mourinho, on peut parler de Mourinho qui a piqué Karim Benzema, ça n'a pas hyper bien marché, pourtant c'est une tentative de discours pour piquer son attaquant, est-ce qu'on juge en pas fait, ça le discours, ça c'est les Grecs qui ont théorisé ça il y a 2500 ans, c'est le côté pédago qui ressort. Le discours, c'est deux choses. Le discours, c'est l'image que je veux donner de moi, premièrement. Donc l'image courageuse, visionnaire, technique, affectueuse, et ce que je pense de celui qui m'écoute. Et donc, je parle pas de la même façon à quelqu'un qui est affaibli, ou quelqu'un qui est très confiant, de quelqu'un qui est leader dans le groupe, au contraire qui est suiveur. Donc c'est cette alchimie-là, c'est quelle image je veux donner de moi, et qu'est-ce que je pense peut percuter chez l'autre. Et s'il se trompe, parce qu'à ce moment-là, il pense que Benzema peut avoir du bénéfice à être piqué dans son orgueil, puis qu'en fait, ça marche pas parce que c'est pas l'état d'esprit de Benzema à ce moment-là, il s'est planté sur le deuxième pilier, et donc ça marche pas. Donc un discours n'est réussi que s'il obtient finalement le oui, succès. C'est-à-dire que le discours si on a été jamais bon fait date. sur ces deux choses-là, l'image que je veux donner de moi et l'image que je me fais de l'autre. Alors on a Elio qui nous dit quid de la com victimaire à la Olas qui fustige la presse ou les arbitres pour protéger ces joueurs. Non mais c'est vrai, c'est vraiment pour le coup la remarque est pertinente. Oui, mais c'est un peu la stratégie de diversion en réalité. C'est ce qu'on appelle en rhétorique le whataboutisme. En fait, le whataboutisme, c'est quand on vous dit, par exemple, le président américain dit aux Chinois, vous voyez ce que vous faites avec les Ouïghours, et le mec lui répond, et vous voyez ce que vous avez fait avec les Indiens. Et donc c'est le tentative de diversion. C'est pareil. Les joueurs pourraient être sensibles à une difficulté qu'ils rencontrent avec le club, et hop, on leur propose une diversion, et donc c'est les médias qui sont méchants. Et donc c'est une façon de dézoomer ou de recentrer la focale sur autre chose et donc d'obtenir malgré tout ce que l'on veut par un autre biais. Un dernier petit ajout, Mehdi, je te sens un petit peu pressé pour la suite qui arrive, mais est-ce que de une autre chronique. Bertrand Perry, vous allez il y a un quiz. Vous allez s'amuser avec nous, c'est l'heure du quiz. Juste après, parce que le jingle est tellement beau. Ah bah oui. Alors je vais vous détailler les règles, vous allez vite en besogne, Bertrand Perry, vous êtes un orateur pressé visiblement. Mais d'abord, parce qu'on n'a pas parlé de votre rapport au foot, quel est votre rapport au football? Est-ce que vous êtes un consommateur assidu, juste avant d'attaquer ce je vais vous dire, j'ai un rapport au foot qui est aujourd'hui un petit peu plus distendu, mais j'ai été vraiment très fan. Je peux pas jouer parce que vous voyez bien que j'ai pas la carrure, mais quand j'ai été petit, quand j'ai eu mon passage en 6ème, et je prends l'occasion de votre antenne pour le dire, c'était en 1982 et c'était PSG Nantes, la finale de la Coupe de France. Et ma grand-mère,
qui avait 70 ans à l'époque, a fait la queue pendant 4 heures devant le Parc des Princes pour m'avoir des billets pour que je puisse aller voir PSG Nantes. Parce que j'étais un dingue du PSG. C'est l'époque Safet Suzic, c'est l'époque Joël Batz, voilà. Exactement. Et le PSG a gagné, je crois 4-2, cette finale. C'était la première, je crois, Coupe de France contre Saint-Etienne. Et j'étais un dingue. J'avais tous les photos de la saison 82-83 qui est pour moi vraiment la saison phare. J'ai toutes les photos. Je découpais 11 mondiales, pardon pour l'équipe, je suis désolé. Mais voilà quoi. C'était l'arrivée de 11 mondiales, c'était le truc de malade. Et j'ai découpé, je mettais avec des petits pics sur ma chambre. Enfin oui, j'étais un fou furieux. Et puis après ça s'est un peu étiolé. Et pourquoi ça s'est étiolé? Ça s'est étiolé parce que j'ai moins suivi, parce que le PSG qui était un peu mon club de cœur, parce que j'habitais Paris, ça a un peu moins bien marché, il faut bien dire les choses. Et donc après, mais je regarde toujours avec affection les matchs à la télé. On a Jupien qui veut vous rassurer, qui dit Iniesta non plus n'avait pas la carrure. C'est vrai. Il y a peut-être toujours quelque chose de possible. Il faut jamais désespérer. Le quiz, donc je vous rappelle donc les règles que vous avez bien vu dans ce magnifique jingle, canapé contre canapé, et le chat joue contre vous, donc si le chat donne la réponse avant vous, le point va évidemment au chat. Le thème du quiz, les meilleures phrases de footballeurs. Alors c'est pas forcément des perles, c'est des grands discours, c'est des grandes phrases lâchées par les footballeurs. Si je vous dis, on va faire un exemple qui ne vaut évidemment pas de points. Quand les mouettes suivent un chalutier, c'est parce qu'elles pensent qu'on va rajouter des sardines. Voilà, donc vous devrez tout simplement trouver l'auteur des citations. Est-ce que vous êtes prêts? Les règles sont-elles... Parce que c'était quand même en anglais. Vous traduisez, mais c'est pas toujours. Mais j'avais pas... Il y a l'accent qui va avec, vous pouvez pas... C'était justement ça qui m'inquiétait. Bien sûr. J'ai préféré assurer la traduction. Est-ce que vous êtes prêts? Le canapé de droite, est-ce que vous êtes prêts? C'est nous le canapé de droite. C'est vous le canapé de droite. Okay. Canapé de gauche, est-ce que vous êtes prêts? Genre, vous jouez ensemble, c'est le premier qui donne la réponse. Il n'y a pas de buzzer, pas de moyens techniques aussi farfelus. On commence avec une plutôt facile. Je ne célèbre pas mes buts parce que c'est mon travail. Tu as déjà vu un facteur sauter de joie quand il vient de livrer un colis? Très bonne réponse, Mario. Balotelli, un point donc pour le canapé de droite. Mehdi continue. Pardon, je suis pas le bon partenaire, c'est pas de bol. Mehdi continue sa folle performance. On est qu'à la première question encore. Ouais, il y en a combien? Mais à la fin, il donne une question bonus qui rattrape tous les points. On va gagner la question. Fini comme ça, merci de ne pas dévoiler les tips. Donc deuxième question, un point pour vous. À son départ du Los Angeles Galaxy, qui a dit l'histoire continue. 3 petits points. Maintenant, on retourne regarder du baseball. Zlatan Ibrahimovic, c'est arrivé un tout petit peu avant sur la gauche. On a Elio qui nous dit Swan, il connaît déjà les questions. Et on a Erwin Perry qui, alors, à chaque question, nous répond Ibra. Donc, au bout d'un moment, forcément, ça passe. Mais là, le point ne peut pas aller au chat parce que le point va. Et non, Elio Bono, je ne connais pas les questions. J'ai essayé de le soudoyer, mais il n'a pas voulu. Il a essayé évidemment, comme à chaque émission d'ailleurs, évidemment. Troisième question, 2-0 pour le canapé de droite. Un entraîneur accusé de manquer un petit peu d'expérience dans sa jeunesse et qui a déclaré « Mon dentiste est très bon, et pourtant il n'a jamais été particulièrement malade des dents. » Arrigo Sacchi. C'est pas Arrigo Sacchi. Un entraîneur qui a remporté la Ligue des Champions, très connu. Guardiola? Non. Alors là, le point pour bien. Un entraîneur adepte des punchlines. Mourinho. José Mourinho. Merci, bravo. Merci. Très bonne réponse. En fait, quand on lui a accusé de manquer d'expérience en 2004, quand il était à Porto, donc il gagne la Ligue des Champions, et sur cette anecdote du dentiste. 2 points à 1. Elio a un tout petit peu de retard. C'est le délai, malheureusement, c'est cruel, mais comme ils ont internet avec eux, voilà. Je pense qu'il a eu le temps de chercher. Un autre entraîneur, tout juste intronisé, plus récemment. Première conférence de presse à propos de ces joueurs, s'ils sont là, c'est de leur faute, ils savent qu'ils sont mauvais. Qui est cet entraîneur actuellement dans un club en France? Antoine Comboiré. Très bonne réponse. Bertrand Perret, je me tourne vers vous. Quand on dit de ces joueurs à son arrivée, ils savent qu'ils sont mauvais. Est-ce que ça a une utilité de tacler ces joueurs en public dès l'arrivée? C'est quand même pas le meilleur moyen de se mettre à la poche. Alors moi, ça me fascine toujours. C'est comme ces avocats qui sont à l'audience et qui disent « mon client est un idiot fini ». Alors honnêtement, ça peut l'excuser, ça peut attirer la pitié du juge, mais ça me fascine que le mec qui lui donne de l'argent quand même, lui donne de l'argent pour se faire traiter d'idiot fini. Moi, je ne trouve pas que ce soit une défense très efficace. Et pourtant, la suite de l'histoire lui donne raison. Comme quoi, mais parfois on dit que son client est un idiot et on gagne. Alors du coup, qui a donné la réponse? Là, je me sens plus c'est vous. On est à 3-1. Merci. 5ème question. Dans la catégorie, celle-là est vraiment pas facile. Pour le coup, vous aurez les indices. Dans la catégorie commentaires maladroits, 23 juin 2010, un consultant français qui en a fait pas mal en plus pendant la compétition, j'ai dû choisir pour... Un consultant français assène. Il y a toujours un pied ghanéen
formule pas très heureuse, qui empêche les Allemands de trouver la solution finale. Jean-Michel Larquet? Non, c'est pas Jean-Michel Larquet. Non, c'est pas Omar Da Fonseca. C'est un consultant qui était donc à France Télévisions à ce moment-là. Emmanuel Petit. Non, qui a fait énormément de clubs. Il est célèbre pour avoir fait un nombre de clubs alors absolument infini. Xavier Gravelaine. Xavier Gravelaine, très bonne réponse. Bravo, Mehdi. Mais malheureusement, fort malheureusement, Elio avait donné la réponse juste avant. Le point est attribué au chat parce qu'Arvin Peritsat avait dit Comboré, mais honnêtement, je regardais pas l'écran donc j'ai aucune idée de savoir si. On va donner un point pour le chat également. Donc là, ça vous fait 3 points pour vous, 2 points pour le chat et 1 point pour l'équipe Maëlys Bertrand Perret. 6ème question. Alors celle-là paraît difficile à trouver. Une phrase absolument collector, honnêtement, c'est ma pépite de Squeeze. On est avant la reprise de la Ligue 1. Attention, concentrez-vous, grand moment de philosophie. Quand on ne perd pas, on est content, mais quand on ne gagne pas, on n'est pas heureux. Qui a prononcé cette phrase? On pourra essayer de la décortiquer. C'est français. C'est français, c'est très compliqué à trouver. C'est un genre de Langesco. Cette saison-là. C'est. Putain. Un genre de Langesco qui, malheureusement pour lui, ça a été trouvé par Elio Bonobo. Dans le chat, Bonobo. C'est son pseudo. Le mec s'appelle pas Elio Bonobo pour de vrai. C'est son pseudo. Il a trouvé la réponse dans le chat, je vous laisse. Alors pour la petite anecdote, ça c'est pas très marrant, il s'est fait les croiser la semaine dernière. C'est pas Sofiane Bouffail, il est attaquant, numéro 9. Johnny. Loïs Diony, tout à fait, mais la réponse, le point est évidemment au chat qui est à 3 également, mais effectivement c'était Loïs Diony. Alors on va essayer de décortiquer avec vous, Bertrand Perret. Quand on ne perd pas, on est content, mais quand on ne gagne pas, on n'est pas heureux. Il y a trop de double négation. Beaucoup trop tard, je ne vais pas y arriver. Pardon, je m'incline. On a Elio qui nous a proposé aussi Julien Audoul, alors malheureusement ça ne marche pas. Oui, Julien, le pauvre, qui s'est fait ça tout seul, en fait, c'est tragique. Vous n'êtes pas encore arrivé quand on en a parlé, je crois. Pardon, désolé alors. C'est une blessure terrible sur un long dégagement, je sais pas si vous avez vu. Oui, mais il tape la balle et voilà, ça c'est des choses qui arrivent. Ah, mais ça arrive. Alors on est à 3-3. Oui, ah bon? Ah oui, entre le chat et vous, oui. Entre le chat et vous, et 1 ici, la prochaine réponse vaudra bien évidemment 3 points. Ah oui. Parce que sinon, c'est pas marrant. Une question, elle est pas facile, ça va, parce qu'elle est pas. Enfin, elle date de quelques années, disons. Mais un sacré paradoxe quand même pour ce footballeur qui a dit: le football n'est pas un one-man show, sinon j'aurais fait du tennis. Ah oui, j'ai déjà entendu ça. C'est une phrase qu'aurait pu sortir Benoît Perme à l'inverse. Non, c'est quelqu'un qu'on a évoqué pendant cette émission. C'est un footballeur qu'on a évoqué pendant l'émission. Non, qu'on a évoqué il y a pas très longtemps avec Bertrand Perret, sinon je ne l'aurais pas donné. C'est pas Cantona, nous dit Jupilia. Mbappé? C'est Kylian Mbappé. Très bonne réponse. Et oui, effectivement, ça sonne étonnant de l'entendre dire ça, mais il a dit ça, alors je sais plus si c'est à l'époque Monaco ou à l'époque PSG, ça date d'il y a quelques années. Donc il avait bien dit: le football n'est pas un one-man show, sinon j'aurais fait du tennis, quand on lui avait posé une question sur lui et son ego. Victoire écrasante. Et pourtant, il a fait son one-man show contre United en 8ème de finale retour. On sent l'amertume. Il a fait son one-man show. Mais il dit: mais victoire, une nouvelle fois de ta part, c'est écrasant, tu vois, sur une série de 100%. Mais j'ai été très épaulé par Swan. Pour une fois, j'ai aidé. Pour une fois, c'est vrai que ça a bien des vertus. On a aidé une petite déception pour terminer cette émission, Bertrand Perret. Pas non plus un très grand expert. Pourtant, Kylian Mbappé, vous l'aviez, c'était quelqu'un que vous. Non, mais la phrase est pas idiote, elle est bien dans le personnage aussi. Elle est amusante, la comparaison est rigolote, parlante, l'image est bonne, pas idiot. Ah, on avait Christian Gourcuff qui nous était proposé dans le chat, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi, mais pourquoi pas. On avait 2 propositions sur Gourcuff, alors je sais pas, la première c'est concerne Johan. Oui, tout à fait, c'est décidément très actif. Qui est notre interlocuteur. Qui est notre interlocuteur, merci et de participer. Merci à vous, Bertrand Perret, d'avoir accepté notre invitation pour décrypter un petit peu la communication du monde du foot. Merci également à toute cette équipe de chroniqueurs qui a évidemment brillé comme à son habitude. Eh ben, merci à toi, c'était super cool. La semaine prochaine, on retrouve Elio Bonobo pour la présentation de cette émission. Merci à toute l'équipe qui produit cette émission, Théodore Azouz notamment, rédacteur en chef, et le tandem Clément-Émilie à la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce soir, on se dit à la semaine prochaine. Ciao.